Salam alaikum mes frères, mes sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du problème kurde. Déjà, rien que le titre de cette vidéo, moi je suis pas d'accord. Mais pourquoi je l'ai appelé comme ça alors, problème kurde, problème entre guillemets? Parce qu'à un moment en Turquie, la majorité des médias ils parlaient que de ça. Des fois même en associant ce que faisait le PKK, le groupe terroriste, avec tous les Kurdes. Et donc il y avait des amalgames, comme en France, il y a souvent des amalgames. Les musulmans avec les terroristes. En Turquie, c'était les Kurdes avec le terrorisme. Déjà, c'est pas un problème kurde qu'il y a en Turquie, c'est un problème terroriste. Et parmi ces terroristes, il y a des Finlandais, il y a des Grecs, peut-être, il y a des Turcs, il y a des Kurdes, il y a des Arabes. Donc c'est pas parce qu'un Arabe a fait du terrorisme que tous les Arabes sont terroristes. C'est pas parce qu'un Kurde ou un Turc a fait du terrorisme que tous les Kurdes ou tous les Turcs sont terroristes. Donc au lieu d'appeler ça déjà problème kurde, il faudrait l'appeler problème terroriste. Et ce titre de problème kurde, problème toujours entre guillemets, un titre qui généralise bien sûr. Ça me fait penser en fait au débat qu'il y avait en Turquie un moment par rapport au voile. Oui mes frères, mes sœurs, il y a eu en Turquie, pourtant en pays musulman, un débat sur le voile qu'on appelait dans les médias problème du voile. C'était en gros pour savoir si oui ou non les femmes pouvaient porter le voile dans certaines circonstances. Par exemple pour les élèves, si elles pouvaient le porter à l'école, dans l'établissement, ou pour une maîtresse, enfin une prof, si elle pouvait le porter pendant ses heures de cours. Parce que porter le voile dans ces circonstances-là et dans d'autres, c'était considéré comme une atteinte aux valeurs de la laïcité du pays, puisque la laïcité nous demande d'être neutre dans certaines circonstances. Et du coup, les politiques en Turquie faisaient des débats sur ça. Est-ce qu'on autorise ou on n'autorise pas? Est-ce qu'on dit oui ou non? Mais vous imaginez, les frères, un débat dans un pays musulman par rapport au voile? Franchement, c'est du jamais vu. De toute façon, la Turquie, elle a tout connu, frère. La période de gloire pour tous les musulmans du monde avec l'apogée de l'Empire ottoman. Ensuite, la chute de ouf avec les dernières années de l'Empire et les premières années de la République. D'ailleurs, les premières années de la République, c'était les pires pour l'islam en Turquie et pour l'Empire, parce que déjà, ils ont aboli l'Empire. Ensuite, certains élites, certains intellectuels commençaient à refuser certaines valeurs de l'islam. Et il y en a du coup qui préféraient les valeurs qu'on apportait de l'Europe. Avec des nouvelles lois qu'on a prises aux Européens, des coutumes qu'on a prises aux Européens, l'alphabet qu'on a pris aux Européens, beaucoup de mots en français ou en anglais qu'on a pris aux Européens, qui ont commencé petit à petit à remplacer les mots qu'on utilisait plutôt de l'arabe et du perse et du turc. Mais bon, revenons à notre sujet. Du coup, comme je disais tout à l'heure, quand certains médias, à une certaine période en Turquie, n'arrêtaient pas de nous balancer tout le temps les infos problème kurde, enfin avec le titre problème kurde, moi, ça me rend triste. Mais je crois deviner à peu près d'où viennent tous ces problèmes, frère. Il faut remonter à la base pour pouvoir analyser correctement toute cette histoire. À un moment, certains intellectuels, kémalistes en Turquie, notamment dans les premières années de la République, kémalistes, c'est ceux qui sont plus pour la laïcité que la charia, plus pour les valeurs européennes que les valeurs de l'islam, ceux qui sont plus pour les réformes, plutôt que d'être dans le conservatisme. Et du coup, eux, ils ont préféré, dans les premières années de la République, faire de l'ultranationalisme. Mais à un niveau, des fois, laisse tomber. Par exemple, ils ont essayé de faire une réforme, qui a d'ailleurs marché, on va dire, parce qu'on en a les répercussions aujourd'hui dans notre langage. Ils ont essayé de faire une réforme en essayant de supprimer tous les mots en arabe et en perse qu'on avait accumulés pendant des décennies avec l'Empire ottoman, pour les remplacer par des mots inventés, qu'ils appelaient le turc, enfin le turc moderne on va dire, alors que c'est pas du tout du turc parce que c'est des mots inventés, ou alors pour les remplacer par des mots turcs anciens, du turc ancien. Ils ont essayé de ressusciter quelques mots pour essayer de remplacer tout ça, et on va dire que ça a un peu marché quand même. Et comme je disais tout à l'heure, il y a eu aussi pas mal de mots qu'on a empruntés aux Européens. Quand je dis pas mal, il y en a vraiment énormément, quoi. Ou alors un autre exemple de leur ultranationalisme, ils ont essayé de changer, d'ailleurs ils ont réussi pendant 18 ans, si je me souviens bien, ils ont changé l'appel à la prière, qui est normalement en arabe, dans le monde entier pour les musulmans, ils l'ont transformé en turc. Donc ils l'ont traduit et l'imam, enfin le muezzin plutôt, à la mosquée faisait la prière, l'appel à la prière en turc. Ils ont essayé de faire pareil avec le Coran, ils ont essayé de le faire lire, enfin que la traduction, pas en arabe. Ils ont essayé, bon ça ils n'ont pas réussi heureusement. Ils ont essayé aussi pendant la prière, quand on lit les doigts en arabe ou alors quand on lit les versets en arabe, transformer tout ça en turc aussi. Mais heureusement tout ça ils n'ont pas réussi. Je vais d'ailleurs vous donner un exemple d'un des ultranationalistes les plus connus de l'époque, qui s'appelait Ziya Gökalp. Il a écrit un poème
qui est vraiment très ultranationaliste ou plutôt raciste, qui justement défend cette idée de tout transformer en turc. D'ailleurs, je vais vous le lire. Le livre dans lequel est ce poème s'appelle Yeni Hayat, Nouvelle Vie. Et dans ce poème, il nous dit, alors, imaginez un pays où l'appel à la prière dans la mosquée se fait en turc et le peuple comprend la signification des versets et des doigts dans la prière. Un pays où, à l'école, le Coran se lit en turc et petit et grand, tout le monde connaît les ordres de Dieu. Bon, les 2 premières phrases du poème. Donc ce mec veut qu'on transforme tout en turc. Comme ça va faciliter au peuple, on va dire aux paysans, enfin ceux qui n'ont pas reçu trop d'instructions, ou qui n'ont pas trop de livres pour étudier tout ça. Ça va être plus facile pour eux de comprendre, selon lui, les versets qu'on lit dans la prière ou l'appel à la prière. Alors que pendant 1000 ans, on a fait tout ça en arabe, ça a posé aucun problème à personne. Mais bon, comme c'était la tendance à l'époque, cette idée d'ultranationalisme, une fois que tu as supprimé l'empire, enfin quoique dans le monde entier ça a été fait à peu près comme ça, les empires ont été supprimés, il y a eu de l'ultranationalisme un peu partout, et la Turquie, pareil, du coup on a suivi cette tendance. Et ce mec, au lieu de dire venez on apprend l'arabe en fait, tout simplement, il dit non, on va tout transformer en turc. Alors que nos ancêtres, ils ont même pas pensé une seconde à faire une réforme pareille, parce qu'il n'y avait pas besoin. Et puis Allah, Jalla Jalaluhu, il dit quoi dans le Coran, à plusieurs reprises? Il dit qu'il a descendu les versets en arabe. En arabe. Il dit pas qu'il les a descendus en turc ou en français. Et ce mec, du coup, il veut changer tout ça. Et avec toute cette idéologie de je transforme tout ce que je vois en turc, ils ont commencé à dire à tous les citoyens du pays, les gars, en fait, vous êtes tous des Turcs. Tout le monde était turc. Un Kurde, par exemple, il pouvait presque pas dire qu'il était kurde. Par exemple, pour les élèves, à l'école, on nous apprenait une phrase, 2-3 mots célèbres du premier président de la République, qui disait je suis turc, je suis droit, je suis travailleur, etc. Le texte continuait comme ça. Donc le texte commence par je suis turc, je suis droit, je suis travailleur, mais je suis turc, pour tous les élèves. Si encore il disait ça que pour les élèves turcs, ça je comprendrais. Mais parmi ces élèves en Turquie, il y a combien d'ethnies, combien de religions? Et il y en a énormément. Donc il y a un enfant kurde, un enfant arabe, un enfant arménien, ils étaient obligés de dire je suis turc. Et tous ces problèmes que je vous cite depuis tout à l'heure ont été créés parce que ultranationalisme. Mais vous savez, c'est un peu comme en France. On nous oblige à dire qu'on est français. On nous donne une carte d'identité où c'est écrit nationalité française. Alors que moi j'ai envie de dire non, je suis turc. Je suis pas français. J'ai envie que sur ma carte d'identité ce soit écrit citoyen de la France, citoyen de la République française, et pas français. Moi je trouve ça pas juste. Tout ça, ça a l'air d'être des détails ce que je vous raconte, mais je trouve que c'est important. Imaginons par exemple le Kurdistan, qui existe vraiment, avec un président, une assemblée, on va appeler ça la République du Kurdistan. Et dans ce pays, supposons que les Turcs soient une minorité, et du coup imaginons que l'État, cet État kurde, donne à cette minorité une carte d'identité où dessus c'est écrit nationalité kurde pour la minorité turque. Du coup, toi, frérot, si t'es turc et que tu vois sur ta carte nationale d'identité que c'est écrit que t'es kurde, tu vas trouver ça bizarre. Moi, par exemple, je pense pas que les Turcs accepteraient un truc comme ça. Du coup, vous avez vu, mes frères, mes sœurs, quand on prend le souci à l'envers, ça fait réfléchir. Mais bon, tout ça pour dire que le souci du débat du problème kurde, c'est le résultat de certains mauvais choix effectués au début les premières années de la République. Bon, même si ces soucis ils étaient déjà entamés pendant les dernières années de l'Empire ottoman. Après, l'un des problèmes principaux, je pense, ça reste la suppression de l'Empire, effectuée par les réformistes kémalistes. Ce grand monument qui nous unissait depuis des décennies pour passer à un principe qu'on appelle d'État-nation. Et ce principe d'État-nation, j'aimerais vous en parler parce que moi, je suis pas trop d'accord avec ce type de système. Je préfère les empires parce que je pense que ça apporte plus de racisme, moins de tolérance, plus de crispation, plus de problèmes identitaires, etc. En fait, ce principe d'État-nation, j'ai l'impression que ça nous empêche de faire l'union dans la diversité. J'aimerais vous citer là un professeur des écoles grecques qui s'appelle Dimitri Kitsikis, qui a écrit un livre à l'époque qui s'intitule simplement l'Empire ottoman. Alors je vais vous le lire, c'est la première page de son livre, l'introduction. Alors là-bas, il nous dit « L'empire multinational des Ottomans fut l'un des plus grands empires sédentaires non coloniaux
est l'une des plus importantes civilisations du 2e millénaire de notre ère. Et il cite même, dans cette même page, un autre grec, cette fois un révolutionnaire qui s'appelle Régias Feraios, en 1797, qui lui disait « L'Empire ottoman fut le plus beau royaume du monde que les savants de toutes parts ont vanté. » Et c'est 2 Grecs qui disent ça. Bon, 2 Grecs qui sont conscients de ce qu'était l'Empire ottoman. Je pense qu'on ne pourrait pas trouver plus objectif que ces 2-là sur ce sujet. J'aimerais d'ailleurs vous donner quelques exemples concernant l'Empire ottoman pour qu'on comprenne un peu mieux certaines libertés qu'il y avait. Un Grec ou un Arménien, ou en tout cas quelqu'un qui n'est pas musulman, qui commettait un vol ou un crime, n'était pas jugé selon la charia, selon les règles de l'islam. Il partait dans son église pour être jugé, et selon les propres règles de sa religion. Donc il y avait cette liberté-là. Et les dirigeants de l'Empire, qui étaient majoritairement musulmans et turcs, ne forçaient aucun membre du peuple à dire qu'ils étaient turcs. Enfin, ils disaient pas, les gars, vous êtes tous des Turcs. Un autre exemple, comme il n'y avait pas de laïcité, chacun était libre de porter les habits de sa religion. Un musulman se baladait comme un musulman. Quand tu le voyais dans la rue, tu disais, ah oui, lui c'est un musulman, ça se voit. Un chrétien, tu disais, ah oui, lui c'est un chrétien, ça se voit. Il y avait cette liberté. Encore un autre exemple intéressant qui concerne cette fois nos frères et nos sœurs kurdes, musulmans. L'Empire ottoman appelait la région habitée par les Kurdes le Kurdistan. Là, ça vous semble bizarre ce que je dis, mais à l'époque, il n'y avait aucun complexe, aucun problème à appeler cette région Kurdistan, parce que habitée majoritairement par des Kurdes. Bon, aujourd'hui, quand tu dis Kurdistan, ça crée des tensions, parce que ça sous-entend l'idée révolutionnaire, les idées révolutionnaires des communistes PKK, ou YPG, ou les autres groupes là. Du coup, quand tu dis Kurdistan, aujourd'hui, il y a de la crispation. C'est un mot qui n'est pas trop toléré. Parce que ça sous-entend de la division, encore plus de division. Donc voilà pour quelques exemples du passé. Maintenant, revenons au présent. Moi, dans ma famille, par exemple, on est tous des ultranationalistes. On nous appelle d'ailleurs les loups gris. Et j'ai grandi avec cette idée que les Turcs, c'était toujours les meilleurs dans tous les domaines. Et d'ailleurs, de toute façon, vous le savez, le peuple turc, c'est un peuple qui a vraiment une trop grande fierté. Après, vu le passé magnifique qu'on a eu avec les Ottomans, on peut être fier de notre passé. Il ne faut pas oublier que les Turcs, on a toujours tout fait pour la gloire de l'islam. Et puis avec l'Empire ottoman, on a été un peu les grands frères du monde musulman pendant à peu près 600 ans. Et du coup, les frères, moi j'ai connu dans mon entourage ultranationaliste, des gens qui faisaient du racisme, mais inconsciemment. Ils ne savaient pas que c'était du racisme ce qu'ils racontaient. Pour lui, c'était banal, normal. Et puis c'est vrai que dans le monde entier, faire partie de l'extrême droite, ça apporte quand même un petit peu de racisme. Des fois consciemment, des fois inconsciemment, ou alors de l'ultranationalisme sans forcément aller dans l'extrême raciste. Mais voilà, l'extrême droite, il y a toujours un petit souci là-dedans. Mais bien sûr, nous, comme nous sommes musulmans, et que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit « Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe et aucun non-arabe n'est supérieur à un arabe », la supériorité, c'est avec la piété, c'est impossible que nous soyons racistes. Le racisme ne devrait pas exister chez les musulmans, même si tu es ultranationaliste. Bref, j'ai connu une personne, justement je disais dans mon entourage, qui me disait que jamais il ne ferait ses courses chez les Kurdes. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit, si je me souviens bien, qu'il ne leur faisait pas confiance. Un autre me disait, par exemple sur les Arabes, que tous les Arabes c'est des traîtres. Pourquoi ? Parce que, soi-disant, l'Empire ottoman s'est effondré à cause de la trahison des Arabes qui ont aidé les Anglais à détruire un peu l'Empire ottoman de l'intérieur, quoi. Ce qui est vrai par contre, c'est que une poignée d'Arabes a trahi, mais c'est pas pour autant que tous les Arabes sont des traîtres. Il y a encore des amalgames. Bon, en Turquie aujourd'hui, par exemple, il y a pas mal d'Arméniens. C'est pas parce que 2-3 groupes terroristes arméniens pendant la fin de l'Empire ottoman se sont rebellés, ont pris les armes et ont tué des Turcs, que tous les Arméniens, ce sont des rebelles, ce sont des révolutionnaires, ce sont des gens contre l'Empire ottoman, contre les Turcs. Ben non, parce qu'il y en a encore qui vivent en Turquie. Pourquoi ils sont là alors ? Et il y en a pas mal. Et je pense qu'il y en a, ils sont encore là parce qu'ils sont conscients de notre passé commun. Ça fait quand même 1000 ans qu'on vit dans les mêmes terres. Arabes, Kurdes, Turcs, tout ce que tu veux. Et il y en a plein qui se sont pas rebellés parce qu'ils étaient contents de vivre dans l'Empire ottoman. Et aujourd'hui, ils sont en Turquie encore. Donc tous les Arméniens ne sont pas des traîtres non plus. J'ai même connu, je parlais de mon entourage, encore un mec de mon entourage, qui me racontait l'histoire du sultan ottoman Yavuz Selim, qui soi-disant aurait écrit un poème qui critique les Kurdes. Et moi, ce poème, je le connais, je l'avais lu, je l'avais vu sur Internet et je l'avais lu. Selon mes connaissances et selon mes recherches, je sais que ce poème n'a pas été écrit par le sultan,
C'est une invention. C'est d'ailleurs les paroles, je vais vous les lire. Vous allez voir comme ils sont magnifiques. D'ailleurs, je vais vous raconter l'histoire. Alors, le sultan Selim, en allant en campagne militaire pour conquérir des territoires dans le sud-est de l'Empire ottoman, passant par le territoire kurde, aurait construit une fontaine et de retour de sa campagne, serait passé au même endroit et aurait vu la fontaine détruite et se serait énervé du coup contre eux, contre les Kurdes, en écrivant ces phrases. « Ya Rabbi, ne donne pas occasion aux Kurdes d'être aux gens du sultan, fais en sorte que sa chaussure lui serre le pied et qu'il ait toujours faim, frappez-les avec des bâtons, prenez-leur leur argent, qu'ils ne prospèrent jamais, que les mécréants boivent de cette fontaine, que les Roms boivent de cette fontaine, mais qu'un Kurde n'ait pas l'occasion d'en boire. » Ce poème, si on peut appeler ça un poème, ce truc raciste là, c'est anonyme. On ne sait pas qui l'a écrit. D'ailleurs, le langage turc utilisé ici, bon là j'ai pas lu en turc, mais si vous le lisez en turc, vous allez voir que le langage utilisé ici, ça n'a rien à voir avec la langue turque utilisée à l'époque du sultan Yavuz Selim. Il y a l'historien Mustafa Arman, que vous connaissez peut-être, dans son site internet Derin Tarih, en turc, il l'a écrit. Il a écrit un article concernant justement ce sujet, ce poème, sous le titre Yavuz a-t-il maudit les Kurdes. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller voir son site internet. De toute façon, mes frères et mes sœurs, ceux qui connaissent un tout petit peu l'éducation que reçoivent les sultans ottomans dans le palais, savent que les sultans sont incapables d'écrire un poème raciste pareil. Et puis après avoir écouté ce poème, justement, je lui ai dit, mais frère, tu sais que ton poème, il est raciste, là. Il m'a dit, mais non, c'est pas raciste. Je lui ai dit que si, c'est flagrant, tu vois pas que c'est raciste. Mais pour lui, en fait, c'est ce que je racontais tout à l'heure, c'est devenu du racisme inconscient. Et du coup, pour lui, c'est ce genre de phrase à propos d'un peuple, c'est devenu banal, normal, on peut le dire. Moi, je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé quand Yavuz Selim, le sultan Yavuz Selim, a rencontré les Kurdes. Il faut déjà savoir que les Ottomans sont majoritairement sunnites. Et à l'époque, les Safévis, le peuple chiite qui habitait en Iran, envoyaient des hommes, des agents, on va dire, dans l'Empire ottoman pour essayer de convaincre les sunnites de passer au chiisme. Et le sultan Yavuz Selim, qui n'était pas sultan à l'époque, quand il a appris que des rébellions commençaient à se manifester dans l'Empire, a d'abord détrôné son père, puisqu'il trouvait que son père n'était pas assez dur avec les chiites. Et peut-être d'ailleurs son père, il n'était pas au courant de ces rébellions. Ou en tout cas, il était au courant peut-être, mais il ne savait pas que c'était très dangereux. Du coup, Yavuz Selim, après avoir pris le pouvoir, a combattu les rebelles et a mené des campagnes militaires en passant par le territoire kurde pour aller conquérir les terres en Syrie, en Palestine, pour après conquérir l'Égypte. Et du coup, en passant dans le territoire kurde, le sultan Yavuz Selim a rencontré le cheikh, le imam principal des peuples kurdes de l'époque qui s'appelait Idriss de Bitlis. En fait, c'est le imam qui est venu à la rencontre du sultan. Eux aussi, ils en avaient marre des actions, des rébellions des chiites. Et du coup, l'imam a proposé au sultan une alliance. Et par la même occasion, le peuple kurde a intégré l'Empire ottoman. Du coup, une amitié s'est créée entre le sultan turc musulman sunnite et le peuple kurde musulman sunnite. Et là, j'aimerais préciser que le peuple kurde, c'est le seul peuple dans l'histoire de l'Empire ottoman qui a intégré l'Empire sans qu'on ait eu besoin de faire la guerre avec eux. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais, après ces anecdotes historiques intéressantes, vous présenter trois personnages très importants, trois personnages clés de l'Empire ottoman qui étaient kurdes, sunnites, musulmans, que moi je considère comme des héros, des personnages vraiment très intéressants à découvrir. Alors, premier personnage, justement celui que je viens de vous présenter, l'imam Idriss de Bitlis, c'est quelqu'un qui partageait la même vision du monde que les Turcs ottomans. Et du coup, pour lui et pour le peuple kurde, c'était très simple de devenir amis avec les Turcs et aller combattre ensemble contre les gens qui nous voulaient du mal. C'est vraiment un des personnages clés de l'Empire ottoman qui a ouvert les portes du monde arabe aux Turcs via le territoire kurde. Rahmatullahi alayhi. Deuxième personnage que je voudrais vous présenter, il s'agit de l'imam Saïd Nursi, qui a vécu pendant le règne du sultan Abdulhamid II. C'est un savant très respecté par tous les sunnites en Turquie. Bon, il a d'abord dans sa jeunesse fait pas mal d'erreurs, notamment en prenant position contre les décisions politiques du sultan. Il a participé à la propagande dégueulasse qu'a subi le sultan Abdulhamid. On disait de lui que c'était un dictateur, qui prenait toujours les décisions tout seul, qui sortait jamais de son palais, qu'il avait peur du peuple, qu'il avait même peur de lui-même, qu'il massacrait les Arméniens, que les décisions qu'il prenait, c'était jamais bon. Un peu comme ceux qui critiquent aujourd'hui Erdogan, en fait. Pourtant, le sultan a toujours tout fait pour le bien de l'Empire et pour le bien du peuple. Il a tellement ouvert d'écoles, d'usines, de laboratoires pour des recherches scientifiques, parce que c'est vrai qu'à l'époque, l'Empire ottoman était vraiment en retard par rapport aux avancées technologiques des Européens. Il a tenté en fait d'empêcher le déclin de l'Empire
en essayant de lui donner un nouvel élan, que ce soit au niveau économique, social ou culturel. Mais comme la majorité des élites de l'Empire étaient beaucoup sous l'influence des Européens, ils ne pouvaient que critiquer les décisions du sultan. Mais bon, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet parce qu'il faudrait vraiment une longue vidéo pour parler du sultan Abdülhamid avec tout ce qu'il a fait. Et du coup, l'imam Saïd Nursi a pas mal critiqué lui aussi dans sa jeunesse, comme je disais tout à l'heure, le sultan. Et dès lors que le sultan a dû quitter le pouvoir et que ceux qui sont venus après étaient sans expérience pour pouvoir gouverner correctement, des incompétents, l'imam Saïd Nursi a été témoin de la chute catastrophique et inévitable, comme je disais tout à l'heure, de l'Empire ottoman. Et même les deux sultans qui sont venus après Abdülhamid, c'était ses frères, n'ont pas réussi à essayer de faire remonter la pente à l'Empire, et l'Empire s'est effondré. D'ailleurs, le sultan Abdülhamid, il voulait que l'Empire reste neutre pendant la Première Guerre mondiale, mais ces élites-là, ces révolutionnaires-là qui ont pris le pouvoir après lui, ils n'étaient pas du même avis, certains. Du coup, la Turquie, l'Empire ottoman est entré en guerre pendant la Première Guerre mondiale, et après ça a été vraiment de pire en pire. Déjà qu'il y avait pas mal de rébellions dans l'Empire, des rebelles révolutionnaires grecs et arméniens notamment. La situation n'a fait qu'empirer et l'Empire n'a pas résisté. Et un jour, un homme est venu carrément supprimer l'Empire pour installer un système de république, d'État-nation, laïque, en refusant en majorité nos valeurs ottomanes, pour installer une ambiance anti-ottomane, anti-islam et surtout sous l'influence européenne. L'imam Saïd Nursi a été témoin de tout ça et peut-être a regretté ses erreurs du passé. D'ailleurs, il n'était pas du tout d'accord avec les idées laïques du premier, notamment le premier président de la République et certains de ses copains. Il a dû échapper à tout ça, il est allé se réfugier là où il habitait avant, dans l'est de la Turquie. Comme un ermite, il a commencé à vivre dans les montagnes et il a écrit ses livres qui aujourd'hui sont très lus et très recherchés, très respectés par les sunnites en Turquie, notamment, qui s'appelle Risale-i Nur, qui signifie traité de lumière. Dans ce livre, il parle de l'islam et il nous donne pas mal de conseils pour le savoir-vivre et le savoir-faire dans la religion. Et du coup, Saïd Nursi, c'est vraiment un personnage très important, que je respecte beaucoup, que je considère comme un héros. Le troisième personnage, mes frères et mes sœurs, que je voudrais vous présenter, troisième et dernier personnage, toujours musulman kurde sunnite, le Cheikh Saïd. Alors le Cheikh Saïd a vécu à la même époque que Saïd Nursi. Lui non plus n'a pas accepté que le gouvernement s'éloigne des règles de l'islam, de la charia, pour s'approcher de la laïcité et des valeurs européennes, comme je l'ai souvent répété. Il a réuni ses compagnons pour créer une révolte pour l'islam, pour le djihad, en prenant les armes. Mais malheureusement, il n'a pas réussi. Il a été arrêté par l'armée et il a été pendu. De toute façon, il avait très peu de chance contre l'armée turque qui était sous l'influence kémaliste. Mais en tout cas, il a été l'un des premiers qui s'est rebellé pour l'islam, qui nous a montré un chemin, qui nous a dit, les gars, il y en a qui sont venus au pouvoir, qui nous ressemblent, enfin qui ont les mêmes prénoms que nous, qui font genre qu'ils sont comme nous, mais en fait, ils sont pas du tout comme nous, ils défendent pas nos valeurs, ils ne défendent pas notre religion, pour certains, bien sûr pas tous. Du coup, au lieu de rester spectateurs, battons-nous. Du coup, je trouve que ce qu'il a fait, c'est vraiment héroïque, il a fait ce qu'il a pu. Après, si vous faites des recherches sur lui sur Internet, il y a certains révolutionnaires kurdes ultranationalistes qui vont vous dire « Ah mais non, le Cheikh Saïd, en fait, il s'est battu pour créer l'État du Kurdistan. En fait, son seul but, c'était ça. » Ne les croyez pas, c'est pas du tout ça. Tout ce qu'il voulait, c'était conserver nos valeurs, continuer comme on l'a toujours fait avec la charia, et éviter de devenir comme les mécréants. Rahmatullahi alayhi. Mes frères, mes sœurs, nous voilà à la fin de ma vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec patience. Et du coup, si je peux avoir quelques petits conseils à vous donner, humblement bien sûr, ce serait de vous dire de ne pas faire attention aux infos, aux mauvaises infos qu'on voit sur vous, sur le peuple kurde, sur Internet ou dans les médias turcs. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup moins d'infos comme ça négatives sur n'importe quel peuple en Turquie, mais à un moment, il y en avait. Et puis, de toute façon, comme moi, si vous suivez les chaînes d'infos turques, vous savez très bien qu'ils font des infos. Enfin, depuis que je suis gamin, c'est les mêmes infos. C'est des vols, du viol, des cambriolages, des supporters qui se poignardent après un match. On dirait qu'il se passe que des mauvaises choses, que des choses négatives en Turquie. Là, je pense qu'il y en a certains qui sont d'accord avec moi parce que on regarde les mêmes chaînes d'infos turques. Depuis que je suis gamin, c'est pareil, ça change pas. Ça, c'est de la manipulation, en fait. Bon, bien sûr, tous les médias, ils font pas ça. Maintenant, les médias, ils sont beaucoup plus du côté du AKP, qui est islamo-conservateur, comme ils appellent les Européens. Du coup, ils sont moins racistes, on va dire, que l'époque. Et puis, un autre petit conseil que je voudrais vous donner, surtout aux jeunes qui me regardent, kurdes musulmans et musulmanes,
ce serait de ne pas tomber dans le piège des communistes du PKK. Parce que justement, ils sont communistes. Ils sont pas comme toi et moi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la rébellion, la révolution. Ils veulent changer un système qui est installé dans un pays pour soi-disant l'indépendance. Bon, c'est de la manipulation. Ils vous manipulent aussi. Et peut-être qu'ils se font, eux, manipuler par des pays comme les États-Unis ou surtout l'Israël. Parce que vous connaissez l'Israël comme moi. Dès qu'il y a une rébellion dans le Moyen-Orient, que ce soit n'importe quel groupe, eux, ils sont là pour apporter leur soutien à ce groupe. Pourquoi ? Ils veulent que le Moyen-Orient se divise encore plus que ce qu'il l'est aujourd'hui. Pour leur profit, pour peut-être plus de territoire. Les États-Unis, peut-être pour le pétrole. Et puis du coup, faut vraiment faire gaffe à ce genre de groupe qui te veulent du mal, en fait. Ils te veulent pas du bien. Ils disent qu'ils font ça pour le peuple kurde. Ils viennent, ils tuent des Kurdes. Du coup, faut faire gaffe, faut s'éloigner de ces groupes qui ne nous ressemblent pas. Et il y en a même, je vais pas dire la majorité, mais il y en a beaucoup chez eux qui sont pas musulmans d'ailleurs. Bon, on va pas dire la majorité parce que je suis pas sûr, mais il y a un nombre pas mal qui sont pas musulmans. Ils sont pas comme toi et moi. Essayons de nous unir plutôt que l'inverse. Et puis ce drapeau turc, le croissant, l'étoile, c'est ton drapeau aussi. C'est le drapeau de l'Empire ottoman. Avant d'être le drapeau de la République aujourd'hui de Turquie, c'était le drapeau de l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman nous représentait, nous tous. Ce pays, la Turquie, c'est le tien, c'est le mien. Même si ça s'appelle Turquie, c'est les territoires où tes ancêtres ont vécu, où mes ancêtres ont vécu, comme des frères, comme des sœurs, sans complexe, sans souci, sans problème. Il y en avait, mais très très peu. Et même si les quelques décisions de la République de Turquie aujourd'hui ne te plaisent pas, moi aussi, il y a certaines décisions qui sont, quand ils sont contre les règles de l'islam, ça me plaît pas non plus. C'est pas une raison pour se rebeller tout de suite, prendre les armes et puis allez, je veux l'indépendance. Moi aussi, je veux un drapeau. Moi aussi, je veux un pays. Tu l'as déjà ton pays, tu l'as déjà ton drapeau, et on l'a depuis 1000 ans. Et du coup, comme je disais, unissons-nous dans la diversité. C'est toujours mieux que la division. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Du coup, mes frères, mes sœurs, à une prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.